Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de la pause cinéma. Je suis Andy Mortier et je suis avec Étienne Toutain Bonjour. et Jonas Besnier. Coucou. Aujourd'hui du coup, on va commencer par les petites actus avant de passer à un thème avec un petit invité. Et d'ailleurs, nous ne sommes que deux aujourd'hui, mais Jonas est à distance parce qu'il est au Festival de Cannes. Pas du tout. Je suis à distance parce que je ne suis pas à Rennes, c'est tout. On n'a pas de billet pour aller au Festival de Cannes, nous. Contrairement à un chanceux que l'on connaît. Et du coup, dans les actus, donc on va faire 2 films et exceptionnellement un épisode de série. Mais on va pas en parler tout de suite du coup. Et on va commencer donc par la grosse sortie de la semaine, Top Gun Maverick de Kosinski. Et je n'ai pas son nom, c'est Joseph, je crois. Joseph Kosinski. Joseph Kosinski. C'est cela. Et bien que dire sur Top Gun Maverick? Que dire? Du coup, on l'a regardé dans les meilleures conditions possibles en vrai. Parce qu'on déjà on va le voir au cinéma, aller au cinéma. Et Oui. aussi parce que juste avant on avait pu voir le 1 chez toi Andy. Oui. Et bah je suis sorti du 1, moi j'aimais bien le côté kitsch du premier, le côté vraiment très action américain, qui est très cool. Et je me suis dit, bah j'espère que le deuxième va réussir à prendre ça aussi, qu'il y ait toujours cette ambiance-là. Et ça pour le coup c'est clairement réussi, mais ça va encore plus loin. C'est vraiment un embellissement de ce que faisait le premier. Et un film, c'est un des meilleurs blockbusters récents en fait. Concrètement, c'est Ça, c'est sûr. un film qui te lâche Ça- pas, qui de A à Z ne m'a jamais lâché en termes de tension. J'en suis sorti, j'étais à moitié en sueur un petit peu, et c'était trop bien. C'est vraiment un parc d'attractions le truc, et c'est magnifique. Ouais, ça faut le dire. L'image et la réal est incroyable. Franchement, il y a des images qui sont à couper le souffle. Mais parce qu'il a mis du temps à venir aussi. Parce que Mhm. déjà ça fait 2 ans qu'on l'attend. Il a eu 2 ans, 1 an et demi, 2 ans de retard. Et en plus ça fait 40 ans depuis, presque 40 ans depuis le Ouais. premier Top Gun. Ouais. Et non, bah moi je trouve que c'est vraiment c'est le meilleur blockbuster américain que j'ai vu récemment en fait. Mhm, mhm. Ah, que- ouais. Ça c'est sûr, c'est indéniable. Et Vraiment. c'est surtout c'est un hommage, donc le film est dédié à Tony Scott, Mhm. donc, qui est connu pour avoir fait Man on Fire, Le Samaritain, des trucs comme ça, Et Top Gun 1. et Top Gun 1. Et surtout c'est aussi un hommage un peu caché à Don Simpson, le coproducteur avec Jerry Bruckheimer, donc qui ont leur boîte de prod Bruckheimer-Simpson. Là. Mhm. Et il y a un personnage d'ailleurs dans Top Gun 2 qui s'appelle Simpson, mais je crois qu'il y a souvent dans les productions Bruckheimer maintenant un personnage qui s'appelle Simpson. Je crois que c'est Ah pas ouais la première fois. Ouais. Ah mais c'est pas bête, hein. Bon, quand je l'ai vu pour le coup, on en avait parlé un petit peu avant de ces deux producteurs, et c'est vrai que ça m'avait sauté aux yeux, je me suis dit ah oui, il y a sûrement quelque chose. Ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est chouette. Et ils étaient connus surtout pour faire pour faire des blockbusters quali, et c'était eux, je crois, sur Armageddon. Ah ouais? Je sais plus si c'est eux. Bah, ils ont fait un Ah, paquet de purée. trucs, toujours, Bruckheimer et. Bah, Et ils ont Don fait Simpson. les Pirates des Caraïbes aussi. Ouais, bah, du coup, maintenant, c'est que Ouais. Bruckheimer, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Mm. Je sais pas s'il y a, non, il y a pas Don Simpson, mais il y Bah, avait. peut-être qu'il y avait Don Simpson dans le début. Jerry Pirates des Bruckheimer Caraïbes. dessus. Mais ouais, du coup, on l'a pas fait, mais peut-être un petit synopsis. Oui. Je pense que ça peut être intéressant. Donc Ouais, déjà, faites-le. c'est une suite du coup qui se passe réellement 40 ans après le Top Gun original. Mm. Et on retrouve le personnage de Tom Cruise dont j'ai zappé le nom. Maverick. Ouais. Enfin, c'est Enfin, son Maverick. nom, c'est son nom de code, mais je n'ai pas son nom non plus. Ouais, C'est Pete Mitchell Maverick. voilà. Oui, Pete voilà. Mitchell. Donc on retrouve Pete Mitchell qui cette fois-ci, au lieu de se lancer dans des missions folles pour l'armée américaine, fait des tests d'avions expérimentaux, tout ça. Et il se fait encore renvoyer. On comprend qu'à ce côté, c'est un peu un pilote fou qui aime bien les sensations fortes et repousser ses limites. Et il est encore renvoyé, mais il est rappelé dans une mission par son ancien commandant Iceman. Jusque-là, je crois que je spoil rien, c'est dans la bande-annonce. Mhm. Ouais. Et il est rappelé à Top Gun, donc l'école de pilotes d'élite, j'ai envie de dire, pour cette fois-ci faire un briefing et entraîner des jeunes pour une mission clairement suicide. Une mission presque Ouais. impossible. Ouais. D'ailleurs, c'est un truc impossible qu'on ressent. On se dit au début du film, ah, il est incroyable le Maverick. Mm. On voit l'équipe de Top Gun qui est aussi incroyable, mais moins incroyable que Maverick. Mm. Et on voit quand on nous Ouais. annonce la mission à quel point elle est vraiment débile cette mission. Enfin, c'est Ouais. c'est- Elle est- c'est juste envoyer des gens au casse-pipe quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et il y a un truc qui est très important, c'est avec le personnage de Pete Mitchell, qui en fait prépare sa mission pour que les gens puissent en revenir vivants. Oui, et pas
pour la réussir spécialement, mais C'est enfin ça. pour lui la réussite, c'est aussi rentrer. Bah, il y a cette citation avec John Hamm. John Hamm, il est juste dans le mode réussir la mission, détruire Ouais. le truc, Ouais, et ouais. ensuite Maverick répond et ramener les gens quoi. Ouais. C'est vrai. Et Après, voilà. je trouve que Tom Cruise est genre vraiment le projet principal du film. Sachant que, juste déjà, si tu regardes par rapport aux pilotes, tu vois, genre t'as les pilotes qui sont censés être du coup les meilleurs du monde, et t'as Tom Cruise qui arrive, mec, tout ce que vous avez appris, bah, je vais vous apprendre encore plus de choses parce qu'en fait, je suis juste meilleur. Mm. Et ça fait comme une sorte d'ego trip de Tom Cruise, et tu te dis, mais c'est le film en fait parfait pour Tom Cruise. Mm. Le film qui, de mon avis aussi, est absolument incroyable. Rempli de cinéma, oui, peut-être un des meilleurs blockbusters, voire le meilleur blockbuster de l'année, même si l'année n'est pas encore finie, donc on verra bien. Non, Meilleur que The en Batman termes de mise en scène, c'est monstrueux, ça t'accroche au siège pendant les 2h11. Et puis, tout le monde est impeccable dans le film, t'as des références au premier, t'as vraiment genre une patte, tu vois, la patte de Kosinski, tu vois, genre quand je me repense à ce qu'il a fait avant, Trône de l'héritage, que j'avais extrêmement beaucoup aimé, Oblivion que j'avais beaucoup aimé aussi, Lines of Fire que je trouve qui est un quasi chef-d'œuvre absolu. Je me dis, tu vois, en fait, il y a vraiment genre ce côté Kosinski qu'on ressent vraiment, tu vois, genre il a fait que 4 films, mais tu as l'impression que quand tu regardes Top Gun Maverick, il en a fait genre 20 derrière, qu'il a l'expérience de Tony Scott quand il a fait Top Gun. C'est ça que je trouvais absolument dingue dans le film. Puis il y a des plans si beaux dans le film. C'est vraiment, je trouve vraiment incroyable. Mais du coup, c'est meilleur que The Batman. C'est une très 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 bonne question. Ah, je sais pas, t'as dit que c'était le meilleur blockbuster de l'année, En tout mais cas, c'est vraiment pas loin, je pense. Mm. De 2022, c'est les deux meilleurs blockbusters de l'année, The Batman Moi, et clairement, Top Gun Maverick. en termes d'émotion, d'implication dans le film et d'un film qui me prend par les tripes et qui me fait oublier que je regarde du cinéma, Top Gun est au-dessus. oui, bah clairement pour Ouais. moi aussi. En vrai, je suis d'accord. Ce que je veux dire, je trouve du coup Top Gun Maverick est une œuvre plus complète que The Batman. Mm. Parce que, bah oui, justement, t'as plus d'émotions, tu ressens plus de choses. Je veux dire, moi, à la fin, c'était. Waouh, j'ai envie de pleurer toutes les 5 minutes, quoi. C'est ultra spectaculaire, ça tombait plein les yeux. Mm. Non, Top Gun Maverick, c'est une très 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 grande réussite. Et Ouais. comme une bonne surprise, parce que, bah, connaissant le réel, je m'attendais quand même à un bon film, mais pas aussi bien que ce que je pensais. Et non, c'est vraiment, vraiment génial. Puis ce qui fait plaisir aussi, c'est que j'en avais quelque chose à foutre des personnages à l'écran, quoi. Ça faisait longtemps. Parce que souvent je regarde, tu sais, tu regardes les blockbusters, tu regardes les films, tout ça, et en fait, tu te rends compte que même s'ils vivent des choses incroyables, t'en as un peu rien à foutre de s'ils crèvent. Bah de toute façon, Mais, tu te dis que maintenant ils vont même pas crever. Au Ouais, final. mais Et c'est moi ça. j'avais le doute en vrai pendant Ouais. Top Gun. Hein. Ah, carrément. J'avais des doutes sur plein de trucs, et on va pas spoil. Ouais. Ouais. Non, je suis d'accord avec vous aussi. Et du coup, c'est un hommage aussi à une troisième personne dont on taira le nom, Mm. mais qui n'est pas encore morte, mais qui a perdu sa voix. Voilà. Mm. C'est comment... Merde, comment ça... Ah merde, je peux même pas faire ma blague, c'est triste. Comment elle s'appelle, putain, chanteuse canadienne ultra connue qui a fait la chanson pour Titanic. Céline qui a Dion fait- Ouais, Céline Dion, elle avait perdu sa voix. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, ils en parlent même dans le... Pas dans le biopic, mais dans le film... Ouais. Bah Aline. Aline. Voilà. Aline. Aline. Le Aline. Vatican. Vatican. Et voilà, et je pense qu'on n'a pas grand chose à rajouter sur Top Gun, à part qu'il faut aller le voir. Allez et le que voir. tous les... Ouais. Toute urgence. Ouais, tous les blockbusters, en fait, c'est actuels. merveilleux. Et Tout demandez est à votre... quasiment parfait dans le film. Demandez à votre ami au Gaumont de vous passer un petit écusson. Oui, parce que les Gaumont reçoivent des petits oui. pins, des petits patchs à coller sur les vêtements et les sacs. Et c'est très Pour cool. ça, il faut prendre des popcorn sucrés. Non, il faut prendre un menu de luxe, je crois, pour le Ouais. Gaumont. Ah oui, Ouais. c'est vrai, oui. Mais si vous connaissez quelqu'un dans le Gaumont, vous n'avez pas besoin de prendre le menu de luxe. Et non, tous les blockbusters devraient être comme Top Gun Maverick. Je suis en fait. complètement d'accord. Ah bah... Peut-être pas mettre autant de Si temps à tous arriver, les mais... blockbusters étaient comme Top Gun Maverick, mec, qu'est-ce qu'on serait servi en ciné? Ouais, Mm. carrément. Moi, je suis pour. Quand Ah, on bah là, compare oui. ça au blockbuster habituel, enfin, je pense à Marvel, forcément. On va encore taper dessus. Non, je vais Ah être oui. raisonnable. Genre Marvel, Allez, on tape du Marvel. Marvel, je déteste pas. Mais par rapport, enfin, toute l'émotion que me donne Top Gun Maverick en un seul film, Marvel a du mal à le faire avec plein de séries de films. Donc Ah bah... voilà, avec le ça veut MCU dire en quelque entier, chose. Mhm. Mais voilà, j'irai pas plus loin. hein. Je suis d'accord avec Etienne. Et ben, du coup, on en a fini pour Top Gun Maverick. Mhm. Et on va passer à un Exact. autre film qui
est assez étrange. Je pense qu'on a tous un ressenti un peu bizarre sur le film. Carrément. Les Crimes du futur de David Cronenberg. Quel film? Putain. Je vais peut-être commencer. Vas-y, pourquoi pas. Alors moi je suis sorti vraiment avec un sentiment super étrange de ce film-là. J'avais entendu quelqu'un qui sortait de Cannes et qui disait le monde n'est pas prêt pour ce film-là. Et c'est pas dans le sens pédant ou péteux à dire ah bah le monde n'est pas prêt à voir un chef-d'œuvre machin et tout. C'est vraiment en termes des mœurs. Alors est-ce que les gens sont prêts vraiment à voir ça? Et justement je me disais mais est-ce que c'est peut-être le mauvais moment à l'époque actuelle pour mater ce film-là? Ou je sais pas, je me suis dit c'est un objet très bizarre dans notre époque en fait ce film-là. Il fait tâche dans le milieu, enfin il fait tâche mais dans le bon sens. C'est peut-être un film qui a beaucoup d'avance, même beaucoup trop d'avance sur son temps en fait, en termes d'horreur et tout. Mais quand on en avait parlé, je t'avais dit que ouais, je trouvais que ce film en fait met en place déjà un monde incroyable, mais surtout en place et en cause des questions politiques qui sont pas encore d'actualité. Ouais. Et pour certaines qui le seront peut-être jamais, mais il y en a certaines qui je pense franchement c'est peut-être des questions politiques sérieuses pour le futur. Et Cronenberg les met en scène comme si elles étaient d'actualité. Et ce qui est bien, c'est qu'en vrai, tu peux tirer des parallèles avec certains points politiques actuels, mais c'est vraiment un film extrêmement bien écrit, extrêmement bien pensé. Ouais, je sais pas ce que je peux rajouter. Le mec a 79 ans quand même. Hein. Genre, il est fort. De quoi ? Le mec a 79 ans, il est fort quand même. Oui. Ouais, mais en fait, on s'est habitué à une science-fiction aussi robotique, genre où on transforme l'humain en robot, par exemple Black Mirror, Blade Runner, ces trucs. Blade Runner, on est habitué à tout ça. Mais par contre, une SF qui tend pas vers ce robot-là, vers pas le transhumanisme, tu vois, mais plus pas la modification de l'humain, mais plus vers justement la mutation, ouais. Et c'est beaucoup plus dérangeant et moins vu. Et c'est pour ça. Ouais, carrément. Et ouais, c'est une mutation de la routine humaine aussi. Ouais, carrément, mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, c'est que les politiques et les mœurs qui sont présentées dans ce monde, c'est pas du tout les mêmes que celles qu'on vit, et pourtant on peut quand même tirer des parallèles et se dire putain de merde, c'est bien pensé. Et d'ailleurs, on n'a pas fait de synopsis dessus, mais est-ce qu'on peut faire un synopsis sur les crimes du futur? En vrai, je suis même pas sûr. Attends, je vais me tenter. Il faudrait en faire un, parce que c'est compliqué. Hein. Sinon, faut dire juste la phrase de la bande-annonce. Après, autant voir la bande-annonce. Oui. Mais... oui, mais en vrai, qu'est-ce qu'il faudrait dire d'autre ? En gros, Les Crimes du futur, c'est un film où on suit, pendant la majeure partie, même quasiment l'intégralité du film, un couple d'artistes, dont une ancienne chirurgienne. Et l'un de ces deux artistes, donc c'est Saul... J'ai zappé son nom de famille. J'ai fait son nom de famille, mais c'est Saul. Saul dans tout le film. Saul Gunther, je crois. Comment ? Saul Gunther. Peut-être, ouais. C'est un truc comme ça. C'est Saul. Tu dis Viggo Mortensen et puis ouais, c'est voilà, bon. Viggo Mortensen, qui, en fait, a son corps, en gros, va lui créer de nouveaux organes. Et ce qu'ils vont faire, c'est que artistiquement, ils vont les retirer dans une sorte de chirurgie publique très... en gros, c'est très... artiste... merde, je sais pas comment dire. C'est mis en scène, ouais, c'est ça. C'est performance, quoi. Ouais, c'est ça, merci. C'est de la performance. Et autour de ça, autour de ces deux artistes qui du coup ont une certaine notoriété, sont connus, tout ça, va se jouer tout un pan politique autour de du coup ces nouveaux organes qui arrivent, qui se créent, ces nouveaux organes qu'on modifie, et comment... qu'on tatoue aussi. Qu'on tatoue, ouais, pourquoi pas. Et comment... les technologies se mettent autour de ça, autour de nouvelles sensations, comment les gens se mettent autour de ces nouvelles sensations, de ces nouvelles choses, et comment aussi la politique et la société se placent autour de ça. Voilà, je pense... c'est vrai. C'est un bon synopsis. Et toi, tu m'avais parlé de ça parce que je trouvais ça intéressant, les deux influences que tu voyais dans le Cronenberg. Ah, ouais. Alors, parler. deux influences pour le coup, pas cinématographiques, artistiques. Donc pour moi, il y a une... dans les visuels, et c'est ça que je trouvais très très cool. Parce que c'est deux artistes que j'aime beaucoup, et auxquels j'ai pas mal réfléchi à l'adaptation filmique, et où je trouvais ça balèze. Et Cronenberg, pour moi, le fait extrêmement bien, parce qu'en fait, pour moi, il leur fait référence, mais c'est pas de la pure copie. C'est pas juste, je vais regarder ce qu'ils ont fait, je vais le prendre et le mettre dans mon film. C'est vraiment juste une influence. Et du coup, pour moi, ces deux artistes-là, il y aurait Giger,
avec Oh. notamment, je pense, à la chaise sur laquelle s'assit Viggo Mortensen pour Ouais. manger son petit J'y déjeuner, ai pensé aussi. mais aussi à leur outil de travail, qui est comment on dirait, un Le lit d'autopsie un petit Le peu. Sark. Voilà, c'est ça. Le Sark. Et l'autre influence que j'ai vue, c'est un artiste polonais qui s'appelle Beksinski, et qui lui aussi, comme Giger, en fait, joue beaucoup, mais de façon différente à Giger. Je vous invite de toute façon à aller regarder ça sur le net, hein. Il y a plein de gens qui en parlent, qui vont vous en parler vachement mieux que moi. Je vais voir aussi, tiens. Non. Et ouais, du coup, Beksinski, il joue aussi beaucoup avec cette matière organique. Et lui, c'est un artiste du coup polonais qui a vécu la guerre en Pologne. Et on retrouve beaucoup cette influence-là, même si en fait, lui, il disait toujours que ses tableaux, ça lui provenait de ses rêves et pas d'influence. En fait, le truc, c'est que les rêves, c'est l'inconscient, donc il y aura toujours, pour moi, un lien avec ce qu'il a vécu. Et du coup, il y a ce côté très organique, avec des mains, de la chair, des mouvements qui sont représentés par la multiplication du corps. Mais il y a aussi ce côté très bâtiment vieux, détruit, laissé à l'abandon. Et ça, c'est un truc qu'on trouve aussi beaucoup dans le film de Cronenberg, parce que ça, on l'a pas mentionné, mais c'est vrai que ouais, dans ce film-là, dans ce monde-là, l'humain, en fait, a déjà évolué. Et il ne ressent plus la douleur, et il ne peut plus, en gros, tomber malade. Les microbes, les parasites, tout ça, ça ne l'affecte plus. Ce qui fait que tous les lieux deviennent, visuellement, insalubres. Dans des salles d'opération, il va y avoir des mouches. Mais mais on ils s'en entend foutent. surtout Ouais. les sons des mouches pendant allez, une bonne moitié de film, il y a des sons de mouches Ouais. sur les plans. Ouais, carrément. Et vraiment, ce côté bâtiment décharné en plus avec la chair à côté, je trouvais qu'il y avait une vraie influence de Beksinski, qui des fois même va dessiner des corps avec des structures genre de vieilles ferrailles, et tout ça au pinceau, et c'est très très beau, très 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 beau. En vrai, ça se tient. Tout ça, mais en vrai, je me dis, quand j'ai vu le film, en fait, genre, il y a énormément de choses à dire, mais en même temps, comment, en vrai, on peut avoir un véritable avis sur le film? Genre, comment on peut vraiment réfléchir le film afin de savoir si on a aimé ou pas? Moi, à l'heure actuelle, je suis vraiment presque incapable de dire si j'ai aimé ou pas le film. J'ai un ressenti très étrange vis-à-vis de ce film, qui, je trouve, est quand même admirable sur même sa façon de filmer, ses plans, sa lumière, ses compositions de cadre, une sorte de Cronenberg, quoi, simplement, j'ai envie de dire. Mais je sais pas. J'arrive pas à savoir, mec, de la réflexion en y repensant au film, en essayant de retravailler un peu sur ce qu'on pourrait dire sur le film. J'arrive pas à me dire, du coup, ouais, est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas. Et justement, je trouvais même ce parallèle hyper intéressant. Au vu que aussi le film, tu vois, va avoir quand même pas mal de propos, pas mal de sous-propos. Je sais que quand on est sorti du film, j'étais avec Andy, on en a discuté. Et on a des choses quand même bien différentes en termes de propos. Moi, j'avais vraiment un propos, je trouvais, de la normalité. En gros, dans ce film-là, le monde est presque un peu inversé, c'est-à-dire que la normalité, justement, c'est la différence. Je veux dire, pour être, entre guillemets, rentrer plus dans le moule, être dans plus normal, il faut être plus libre, plus différent. Et je trouvais justement ce propos hyper intéressant et super fort. Et en même temps, je voyais, comme du coup on l'a vu avec Andy et aussi Julie, et Julie avait d'autres morales qui prenaient le dessus, Andy c'est pareil, et je trouvais du coup le film tellement habité de plein de choses que j'ai beaucoup de mal à me donner un avis sur le film. Bah après ce côté, la normalité mis de côté, c'est aussi parce qu'on suit des personnages, comment on dit, très radicaux. Ouais. Et puis on bien est sûr. aussi dans un milieu C'est très ça qui est cool radical. c'est ça qui est cool dans le film, c'est que du coup dès le début t'as ton univers, tu vois, même sans avoir les deux personnages principaux dès le début du film, dès le début vraiment avec le personnage je veux dire de l'enfant et de la mère, il se passe des trucs et t'es en mode ah oui d'accord, ça te met tout de suite en angoisse, tout de suite dans l'ambiance, y a pas le temps d'aller à droite à gauche, tu sais que c'est frontal, c'est brutal et justement comme les personnages, très radical. Et puis je trouve ça intéressant que tu le perçois aussi comme, en gros, je sais pas si je l'exprime bien ta pensée, mais une perte de la normalité et une normalisation de ce qui n'est pas normal. Mais Exactement. mais en fait, pour moi, le film, il y a clairement ça, mais il y a quand même ces personnages, je pense à l'État, tout ça, qui eux cherchent à tout prix à catégoriser ces anormalités et même à les renier, à les mettre de côté, à les faire disparaître, à ne pas les montrer le plus possible. Bien sûr.
Et Bien sûr. le truc, c'est que ça, dans le film, moi je trouve que c'est une sorte de... Je sais plus ce que c'est le mot, mais en gros je veux dire cynisme. Mais c'est un peu débile, parce que comme on l'a dit, l'humain en fait, dans ces films-là, il ressent plus la douleur, il peut plus tomber malade. Donc de notre point de vue d'humain, nous, tu vois, en fait ils sont déjà plus humains. Et le fait qu'ils cherchent désespérément à ne pas devenir encore moins humains, c'est un peu désuet, c'est un peu... Bah, et moi, surtout, il y a un parallèle que je fais avec ça, c'est de toute façon Cronenberg l'annonce dès le début, que c'est des persos même plus humains quand tu vois la scène d'intro ou avec ce qui se passe. Ouais, carrément. Genre qui fait ça, quoi, enfin qui fait ça à son gamin, quoi. C'est, À part Cronenberg qui me peut montrer ça dans ses films, je vois pas d'autres gens qui seraient capables de mettre ça dès la scène d'intro. Genre franchement, même dans l'univers, pour moi ça colle parfaitement à l'univers du film. Hein. Genre être frontal dès le début. Ok. D'ailleurs, ça m'a surpris cette scène-là, j'ai cru qu'on s'était trompé de film. Super angoissant quand même. Ah, toi aussi? Oui, non, la scène d'intro, j'ai cru qu'on n'était pas au bon film. Hein. Non, mais moi dès le début, je m'étais dit, mais c'est bizarre. Puis après, j'ai vu le Viggo Mortensen apparaître à l'écran, je me suis dit, ok, c'est bon, je suis dans la bonne salle. Et ouais, du coup, pour finir ma pensée sur le truc, c'est un petit peu, en gros, une représentation d'une humanité qui a perdu l'humanité, mais qui cherche à rassembler ces derniers petits fragments de son humanité brisée pour dire non mais t'inquiète, je suis humain. Bah c'est une humanité en cours de mutation en fait quoi. Ouais. Et t'as c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que on voit ça en vrai sous différents points de vue. Enfin, le personnage de Viggo Mortensen qui a ses anomalies dans son corps et qui va les retirer, ça dit quelque chose aussi. Il veut rester humain, il veut rester en vie. Les personnages de l'État qui cherchaient à catégoriser, à mettre de côté les anomalies, tout ça. Mais il y a aussi ces personnages qui sont modifiés et qui vont eux embrasser l'idée et se dire non mais c'est ça la nouvelle humanité en fait. Et ouais, pour moi il y a un gros propos, c'est un film super intéressant franchement. C'est un film multi-propos hein, qui a quand même énormément de choses à dire, qui dit énormément de choses, même si des fois c'est certainement des fois très très sous-jacent, ça se sent hein. C'est que Cronenberg il a voulu vraiment mettre plein de choses et ça fait vraiment un film quand même assez lourd hein, n'empêche. Ouais. Avec beaucoup de choses à redire, beaucoup de choses à penser. Et puis là, je suis même quasiment sûr qu'on n'a pas dit même pas un tiers de tout ce qu'on pouvait dire sur le film. Tellement il y a de choses. En vrai, ça vaut un film qui peut valoir plusieurs visionnages, mais qui quand même, enfin, je veux dire, au bout d'un seul, t'es en mode oh, je sais pas si j'ai envie d'aller le revoir quand même. Et il y a autre chose, il y a un autre aspect du film qu'on n'a pas parlé aussi, c'est son érotisme. Ouais. C'est ce côté, donc c'est la phrase du trailer, le sexe, la chirurgie, c'est le nouveau sexe. Et c'est dingue, c'est vrai que les scènes, justement, toutes les scènes les plus, on va dire, pas gore, mais les plus crues, on va dire, sont faites comme des scènes de sexe. Gore n'est pas forcément que le fait parce qu'il y a du sang, je veux dire, là, il y a du léchage de boyaux dans le film. T'es en mode, waouh, d'accord, c'est vraiment étrange. Bah, c'est peut-être l'un des films les plus érotiques de l'année, et pourtant qui n'a pas de scène de sexe à proprement parler. Ouais. Et puis il y a une phrase qui m'a marqué, c'est du personnage de Viggo Mortensen. C'est un moment, il se fait draguer par une nana et elle commence à l'embrasser, tout ça, et il perd sa respiration. Et il dit je suis désolé, je suis pas très bon à l'ancien sexe. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc ouais, c'est vrai quoi. Mais d'un côté, le sexe, ça fait partie de la société aussi. Ça fait partie du monde. Donc oui, c'est logique en vrai que ce soit inclus. Mais c'est vrai qu'il y a cette vision d'une autre forme de sexualité et qui est pas comme dans les autres films de Cronenberg. Je pense à Crash avec le plaisir qu'ils ont avec le fait de se démolir dans des bagnoles. Mais du coup pas un truc qui est vraiment en marge de société, mais un truc qui est en fait assez inclus. Même carrément inclus, avec des personnages qui vont venir te voir et te disent ouais, en te regardant, j'ai voulu m'égorger le visage. Enfin, m'égorger le visage. M'écorcher le visage. Merci. Je veux que tu m'incises, des trucs comme ça, quoi. Voilà, carrément. Donc c'est et on n'a pas, je voulais parler de ça aussi, c'est marrant que Cronenberg du coup parle des tumeurs et du cancer, parce que je sais pas si vous aviez entendu ça, mais maintenant t'as beaucoup plus dans la science en gros. Le cancer, on le considère pas vraiment comme une maladie. C'est plus que c'est une évolution en gros. Le cancer. Okay. Oui, bah oui, c'est logique, hein. C'est les cellules
ça crée en fait. se poussent à faire quelque chose. Ouais. Et c'est bien qu'il aborde ce thème-là aussi. Ouais, je trouve. Carrément. Il y a beaucoup d'articles, mais attends, je pense, ça fait qui presque parleront le mieux. film, on peut même presque maintenant, avec ce que tu viens de dire, que je savais pas du tout, le considérer comme presque un épisode de Black Mirror, le truc. C'est un truc qui va vraiment se dérouler dans le futur. En fait, on n'a pas de certitude de se dire ouais c'est de la science-fiction, mais en même temps ça ne l'est pas vraiment. Il n'y a aucune vraie certitude de savoir si pourrait vraiment arriver ou pas. Enfin, je parle pas forcément de la chirurgie et tout, mais de savoir avec les organes et tout. Et en vrai, il y a quand même un délire un peu méta quand on y pense en vrai. Mais je vois ce que tu veux dire avec le parallèle avec Black Mirror, mais justement ce qui est intéressant, et c'est ce que tu disais, Andy, c'est que en fait, on n'est pas sur un futur technologique, mais vraiment sur un futur organique. Et ça, pour le coup, c'est un truc que je l'ai pas vu dans Black Mirror. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant qu'ils se prennent une petite vibe Cronenberg chez Black Mirror. Puisqu'ils ont une bonne écriture quand même des fois. C'est vrai. Oui. C'est marrant que tu parles d'organique. Ah, oui. Ah non, non, pardon, c'était pas ça que je pensais. Ah bah vas-y. Moi je pensais à un... Mais du coup, faut peut-être mieux que tu le fasses maintenant, parce que je pensais à une transition parfaite. Black Mirror, Netflix. Ok, d'accord. Love, Death and Robots. Bah non, pour le coup, moi je parlerai d'organique un peu après. Ah oui. On parlera d'organique un peu après. Donc du coup... Oui, on va passer à autre chose, et ça, Jonas, tu ne l'as pas vu, et c'est une petite surprise. Étienne, je voulais arriver au final dans le podcast et vous le vendre le machin, mais Étienne l'a vu, du coup, entre-temps. Il y a eu la saison 3 de Love, Death and Robots sur Netflix la semaine dernière, je crois. Ouais. Et, ou la semaine d'avant, enfin je sais plus. Et il y a un épisode que j'ai beaucoup entendu parler, qui s'appelle Jibaro. Du coup, je me suis lancé la saison 3 en me disant, bon vas-y, je vais regarder quelques épisodes. Puis à un moment, je vais regarder Jibaro. Et Jibaro est sans doute l'épisode le plus intéressant de la saison, parce que le reste, l'épisode de Fincher est intéressant, mais je le trouve pas spécialement fou, quoi. Et je me suis dit, mais j'ai déjà vu ce design-là. Et c'est sur la saison 1, du coup, avec Le Témoin. Et donc j'ai fait mes petites recherches sur Alberto Mielgo, le fameux réalisateur de Jibaro et du Témoin. Et c'est un mec qui a bossé donc sur Spider-Verse, des trucs comme ça. Et qui prépare un long métrage. Et je pense que c'est un mec à suivre. Mais du coup, pour parler de Jibaro, tu veux faire un synopsis ou je fais Je veux bien, pas de soucis. En gros, Jibaro, donc déjà c'est très beau, ça faut le savoir. Et donc on va suivre des colons ou des colons, des gens en armure, sur des chevaux, tout ça, qui se déplacent. Et on va suivre surtout un particulièrement parce qu'il est sourd. Ouais. Et ce qui va se passer, c'est que ils vont arriver à côté d'un lac, en gros. Et alors ce personnage sourd, du coup, il va aller prendre un peu d'eau, et puis là, il va avoir une petite pièce d'or dedans. Et là, va sortir, du coup, une femme de l'eau, qui en fait est une sirène, concrètement. C'est une sorte de renouvellement de la sirène. Ouais, parce que dans son design, pour le coup, elle est complètement ornée de la tête aux pieds de pierres précieuses, d'or. C'est très très beau. Et il va y avoir ce délire très dansant, parce qu'en fait, cette sirène, du coup, va crier, ce qui va happer, du coup, tous les hommes pour qu'ils aillent se noyer. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand elle fait ça, en fait, les hommes, en fait, ils deviennent fous, mais c'est beau, parce qu'en fait, ils sont dans une transe qui les fait presque danser, mais contre leur volonté. Et ça, c'est magnifique. Et du coup, sans vous dire la suite, il y a juste que, il y a il y a un personnage qui est sourd. De Jibaro, voilà. Je crois que c'est son nom, du coup. Il y a le personnage, du coup, qui est sourd, qui, du coup, ne va pas entendre la sirène. Et la sirène, du coup... c'est une jolie interprétation, mais je l'avais vu sur internet et la sirène tombe en quelque sorte amoureuse. Ouais, mais je trouve qu'il y a une relation de pouvoir en fait. Ouais, c'est ça. Elle a un pouvoir qui surpasse tous les hommes, et là il y a un homme que ça surpasse pas. Forcément, même s'il se revoyait plus de sa vie, elle s'en souviendrait, tu vois, il y a un truc dans le genre. Donc forcément tu vas te dire, j'ai pas envie de perdre cette personne, je vais aller voir ce qu'il en retourne, tu vois. Et c'est surtout que c'est un épisode qui raconte tout visuellement. C'est pas comme les autres épisodes qui veulent être poseurs, genre avec leur technique d'animation et des trucs, genre l'épisode des 3 robots, mais ça c'est... Donc Jonas, si tu as un truc à lancer ce soir, c'est Jibaro sur épisode 9. Non, ouais, saison, je comptais regarder, mais j'ai vu aucune saison de la série. Tu te fais Le Témoin saison 1 et tu te fais Jibaro saison 3. Regarder tout à la suite. Me faire une bonne soirée Love, Death and Robots. Ah, ça peut. Puis ça va être sympa.
Mhm. Mais il faut regarder Jibaro, je pense que c'est une belle proposition et ça prépare, je pense, bien son Ah prochain. bah, de toute façon, déjà, ouais. je me dis s'il a bossé sur Spider-Man New Generation ou Into the Spider-Verse, des 3 mecs, je vais pas dire parce que ça va être trop long. Je pense que déjà, ouais, il doit y avoir quand même de la qualité. Je suis quand même très curieux de voir son film, et puis je vais mater ces 2. Parce qu'il en a fait un aussi dans la saison 1, si je dis pas de conneries. Ouais, Le c'est témoin. ça, exactement. Le témoin, ouais. Donc je vais regarder les 2 épisodes de lui, donc Jibaro. Et bien sûr, ceux qui nous écoutent, on vous le conseille effectivement. Oui, Aussi. moi comme, je conseille très fortement Jibaro. Ouais. Pour une fois, du coup, ouais, putain. Pour une fois, du coup, ouais, on vient en fait avec 2 films et j'ai envie de dire presque un court-métrage. Oui. Et avec que des avis positifs. Donc c'est chouette. Oui. Franchement, allez voir tout ce qu'on vient de dire. C'est que de la qualité. Et en plus, dans la thématique, on va parler d'un film qui aussi, il faut aller le voir. Oui, mais cette fois, dans la thématique, Jonas est présent. Ouais. Avec un invité aussi. C'est la magie des montages. Et avec un invitant. Un invitant. Un invitant. Et un avec- invitant invité. Exactement. Et avec un invité, Tristan Le Pen, Mhm. que on retrouve tout de suite. Ouais. Mais avant, Ah oui, les bien petites sûr. actus. Les petites Ah. actus, les petites... Et bah, y a pas grand chose parce qu'il y a très peu de sorties cette semaine. Mhm. Il y a Cannes. Donc, on a Top Gun Maverick de Ouais. Krasinski. Les Crimes du futur. Les Crimes du futur de Cronenberg ou de Cronenbourg. comme vous voulez. Et Homme au bord de la crise de nerfs, le remake français de Midsommar, Oh là là. ce qui n'est pas vrai. Non mais ça ressemble à la bande-annonce. parce que Ça Ça ressemble, ressemble, ça tu l'as ressemble, pas mais- vu. Il y a une idée. C'est Midsommar mais version comédie. Comédie française. Ouais. Et sinon on va tout ça du coup on retrouve au Gaumont. Et à l'Arvor sinon on retrouve Birds of America. Donc je ne sais pas ce que c'est mais ça a l'air très intéressant parce que c'est un Ouais. documentaire de Jack L'Oeil. Ok. C'est le film le mieux noté de la semaine. Ah ouais. Ah bon bah Bah, en termes de presse, il est à 4. Et après, je crois que ça doit être Top Gun Maverick en presse qui est à 3,6. Mhm. Donc on est pas mal, hein. mhm. Bah, après, Ouais, j'ai pas carrément. vu tous les films, donc il y a peut-être moyen qu'il y ait des films entre Maverick et Birds of America. Mais je crois que Birds of America est le meilleur film de la semaine. Bah et pour l'Arvor on retrouvera aussi les Crimes du futur du coup. Ouais. Et pour le TNB du coup on n'a pas de sortie cette semaine. Ah, ok. Ce qui est bizarre. Oh. Bah, c'est rare. Ouais, parce que Jack bah, ils ont leur continue à rétrospective passer. Jean-Pierre Allez voir Mocky, Jack là, Ah. tout le bordel. Ils ont encore Mhm. de Clapiche, Ouais, qui c'est reste vrai très que- longtemps ouais, d'ailleurs. Encore de Clapiche qui est là Ah, depuis la un vache. moment. Ouais, et il est toujours au Gaumont encore de Clapiche. Mhm. Comme ça, j'ai toujours pas vu, d'ailleurs. Et sinon, n'hésitez pas aussi à faire un tour ou à revoir The Northman, qui est toujours dans les cinémas normalement. Et puis du coup, allez voir Top Gun, allez voir Les Crimes du futur si ça vous intéresse. Oui. Top Gun, allez le voir de toute façon, vous avez pas le choix. Oui. Et allez jeter Allez un voir petit Top coup Gun d'œil à la Maverick. saison 3 de Love, Death and Robots. Oui. Surtout à Dubaro. Ouais. Et l'épisode avec les zombies, par contre, l'apocalypse miniature, on va l'éviter parce que ça. Ouais. Il y a des épisodes vraiment, ça me sidère. En vrai, je vais pas faire un débat sur le podcast, mais. Non, mais c'est honteux vraiment de sortir des épisodes comme ça. Genre les 3 robots, vraiment, ça m'a énervé. Hein. Enfin Ouais. bref. Ouais. On en reparlera peut-être. On en reparlera peut-être. Et du coup, nous allons pouvoir passer à la thématique qu'on a choisie, du coup, sur la famille. Et nous sommes du coup avec notre invité, Tristan Le Pen. Bonjour. Comment ça va? Et quel film avons-nous pris pour la thématique de la famille? Hérédité. Hérédité Hereditary. de Ari Aster, sorti en 2018. Oui. Yep. Réalisateur de Génie. Oui. C'est peu de choses de le dire, ouais. Oh oui. Donc ouais, Ari Aster qui a réalisé Hérédité, qui a réalisé Midsommar, Mitsu. et Et qui est en route pour nous présenter son Disappointment Boulevard. avec Joaquin Phoenix. Et Denis Ménochet. C'est pas rien. C'est très bien. Mais du coup, ouais, Hérédité, qu'est-ce que c'est? Quates, Kezako. Eh ben, l'invité va nous le présenter. Ok, alors présenter Hérédité, je trouve ça quand même chaud, mais C'est pas fou. on va dire que c'est l'histoire d'une famille qui est victime d'une malédiction. On peut le tenir comme ça. On va avoir plusieurs suites d'événements dont on ne peut évidemment pas spoiler. Je sais pas, non, on va éviter de spoiler on alors. spoil pas. Mais des suites d'événements qui vont provoquer une recherche de la part notamment du fils, avec la mère qui devient de plus en plus bizarre, et on va découvrir au fur et à mesure des choses. J'ai l'impression que tout le film est risqué à être spoilé déjà, ce que je trouve Mhm. incroyable. C'est Mais on
peut dire qu'en gros, il y a une sorte de malédiction qui date de la grand-mère, il me semble. Je sais pas si ça vous semble assez résumé. Je trouve que c'était un plutôt bon résumé. Ouais, moi tu aurais même pu le résumer en spoilant moins. Ouais. Enfin, même si c'est pas spoil, tu vois, mais tu peux juste dire c'est au final une grand-mère qui meurt. Et on va Ouais. suivre au final juste Le deuil. le deuil de la famille. Le deuil, ouais. Et Un qui bon part gros dans- deuil. Un bon gros deuil qui part dans le fantastique horreur. Oh que oui, mon Oui. salaud. Bah, ce que je peux rajouter par contre, c'est que Ari Aster, justement, pour créer ce film, eh bien, il faut savoir que c'est sa famille qui a été pendant 3 ans, qui a vécu des drames et genre des trucs terrifiants, et il pensait être victime d'une malédiction. Et le film part de ça. Oh, mais Ouais. je Et savais c'est pas pas, du la, tout. c'est pas la première fois que Ari Aster se vide. Ouais. Enfin, c'est pas la dernière fois. Parce que Midsommar aussi, c'est de Par base rapport à sa relation, par rapport à ouais. sa relation amoureuse. Ah, Et quand tu regardes, quand tu suis un peu ce qui s'est passé avec sa relation amoureuse, en fait, sa Mhm. rupture, tu regardes Midsommar très différemment. Genre que D'accord. Ari Aster s'identifie au personnage masculin de Midsommar et que s'auto-punit à travers son film. Ah ouais. Donc Ari Aster il se vide en général dans ses films quoi. Donc ouais, Hérédité, si on l'a pas déjà dit, énorme dinguerie, Oui. film incroyable. Chef-d'œuvre Premier absolu. film. Ouais. surtout. Je sais plus si c'était toi Andy ou toi Jonas qui m'avait dit que t'étais un peu allé à reculons en mode parce que la presse disait que c'était le nouvel Exorciste C'était on dit. et qu'au final t'en étais sorti. Alors moi j'ai même une meilleure anecdote. Vas-y, bah carrément. C'est en gros ma mère est habituée à avoir des films d'horreur merdiques. J'espère qu'elle écoute pas le podcast. Non, c'est elle va voir souvent les blockbusters horrifiques. Ok. Et elle m'a vendu Hérédité, je me suis dit bon bah c'est encore un blockbuster horrifique. Et j'ai commencé la bande annonce et j'ai vu le logo à 24. Fait à ma mère, ok je viens au cinéma. Mm. Je suis sûr que tu vas détester, que moi je vais adorer. Et au final, elle a détesté et j'ai adoré. Hmm, Et je trouve le film incroyable. Déjà il a la patte de 24. ouais. Ouais. Et c'est La la c'est patte ma d'Ari découverte. Aster. C'était ma découverte. Ouais mais le truc c'est que tu peux pas identifier une patte à un premier film. Parce que t'as pas encore vu ses autres films justement. Ouais, mais tu vois quand même qu'il y a quand même des choses qui diffèrent. Il y a une Juste que tu vois précision, genre il y a une pas mise en dans scène le hyper film. chirurgicale Ah ouais. dedans, il y a Ouais, des ouais. T'as plans. des transitions Ouais, qui sont exactement. dingues. Même par les acteurs, je trouve qu'ils dirigent ces acteurs d'une certaine façon, Ari Aster. Ça se ressemble à quand t'as vu Midsommar et Hérédité. Ouais. Il y a quand même une direction d'acteur assez intéressante. Je pense qu'il joue beaucoup avec les visages, les expressions qui sont très puissantes. Là, je pense même qu'il joue aussi même avec les acteurs en arrière-plan. Je pense que c'est un gros chieur sur la composition de ses plans. Ouais, ça c'est sûr. Il va caser même moi je pense à Midsommar, il y a des scènes dehors où t'as un acteur qui est genre, vraiment très loin dans le plan, mais il reste immobile comme ça. Genre, Ouais, ça Mhm. fait très C'est tableau. vrai. ouais. Ouais, complètement. C'est très dérangeant, mais ça fait tableau, mais c'est dérangeant aussi de voir ces gens-là justement. Et ils ont tous une fonction vraiment, ils vont faire quelque chose, tu vois, même Ouais, les gens en arrière-plan. C'est des tableaux très dark hein, quand même. Puis ça, bah ouais, ça construit l'univers. Ça montre, ça me fait penser. C'est dans les jeux vidéo quand t'as des personnages non joueurs qui genre passent leur vie assis au même endroit. Mm. T'as pas le même réalisme que quand Ouais. ils vont, genre, je sais pas, ils vont chercher du foin quoi. Et justement, en parlant de construire l'univers du film, ce que j'aime énormément avec ce film, c'est que les événements arrivent très tôt et quand tu ne t'y attends, mais vraiment pas du tout. Surtout aux événements qui arrivent, sans spoiler, genre vraiment au bout d'une demi-heure de film, il se passe un énorme Ah, oui. truc Ah oui. et t'es choqué dans le pardon. Et ce qui est très fort, c'est que sur plusieurs visionnages, ce truc-là, on se rend compte qu'en fait, on pouvait le prévoir. Ouais. On pense à la même chose avec Andy, je crois. Alors oui, il y a une. Ouais. Si tu parles d'une métaphore avec le. Non, tu parles d'une Non, métaphore. je parle d'un petit symbole qui est bien placé. Ouais, Ah oui, totalement. mais il y a même autre chose, il y a un autre Ah indice ouais avant. Oui, il y a. Bon, c'est pas un spoil, c'est la gamine en gros qui à un moment coupe la tête d'un oiseau. Ah oui, Voilà. c'est vrai, D'accord. c'est vrai. C'est Donc vrai. ce qui fait Bien écho vu. du coup à une scène plus Tu tard. joues du piano. Oui, c'est un peu. Non Non. Tu vois C'est pas grave. Ouais, ça le fait. Bon, aussi, ce qui est admirable, c'est genre le fait que déjà la famille soit dérangée. Donc tu te dis, ouais, c'est déjà horrible quand même. Mais qu'en plus, cette famille dérangée vit des trucs dérangeants. Mm. T'es dans du. C'est du théâtre dans du théâtre, un petit peu. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, au niveau du théâtre. Mais le fait qu'on a des surexpositions de sentiments, j'ai envie de dire. Genre, tu es déjà dérangé en voyant la petite fille qui coupe, comme Andy l'a dit, la tête de l'oiseau, mais aussi la mère, tu la vois, le fils qui est inexpressif, ou alors il est très dérangé psychologiquement par rapport à des événements qu'il a vécu. Et de ce fait-là, qu'on rajoute les
qu'on rajoute les comment dire, les événements, les catastrophes, ça te met dans une ambiance que t'es en mode waouh, comment sortir de là. C'est totalement vrai. Et moi j'aimerais bien rajouter à ça le travail qu'il y a sur les décors. On n'en a pas du tout parlé, mais en gros tout se passe plus ou moins, vraiment plus ou moins pour le coup, hein, parce qu'on va aussi à l'école, on va aussi je crois dans un supermarché, je dis peut-être Et la dans merde. Oui, une autre mais- baraque. Bah, à l'extérieur, dans le supermarché. Mais en gros la maison principale est quand même très importante, et c'est vrai que c'est une maison, elle est au milieu, elle est entourée d'arbres, elle est au milieu des bois, il y a une petite cabane, tout ça, et aussi au-delà de ça, le travail dans les décors miniatures. Parce que le travail de la mère, c'est une artiste en gros qui fait des décors miniatures. Et au fur et à mesure, ces décors miniatures deviennent de plus en plus glauques, de plus en plus dérangeants pour les gens qui l'entourent. Ils prennent de plus en plus de place. Et son travail, elle va jusqu'à même le détruire à un moment. Il y a un gros travail sur le décor et sur les accessoires là-dessus. Ouais. Et ça m'a Et vraiment Je suis impressionné. grave d'accord avec ce que tu disais sur les décors miniatures, genre qui prennent beaucoup plus d'espace et même genre dans la mise en scène avec pas mal de transitions Ouais. avec Le les décors premier plan du miniatures. film. C'est j'allais Premier dire, plan c'est du le film premier plan aussi. du film, et d'ailleurs Tout de suite justement dans dans l'ambiance. le premier plan du film, la chambre est différente Mm. parce qu'ils ont remplacé les meubles vraiment pour que ça fasse très très miniature. Et c'est pour ça que je me posais la question, est-ce qu'il y a une coupe invisible dans ce plan-là? Oui. Et Il ouais, me semble que oui. ouais, mais tu vois justement le fait Ou qu'il c'est une incrustation, je sais pas. Bah je sais pas, mais en C'est tout cas très ils ont fort. remplacé, en tout cas quand le personnage de Gabriel Byrne arrive, du coup le père, Ouais. Mhm. il arrive dans la chambre, on voit que c'est un meuble qui est, du coup il a la même gueule que dans sa forme miniature, mais il a taille réelle. Donc Mhm. ils ont refait le décor justement de la chambre Ouais. en version miniature mais grand quoi. C'est très très fort, hein. Ouais. Franchement, ouais. Si vous n'avez rien vu d'Hérédité, allez au moins voir ce premier plan, et je pense que ça vous motivera pour voir le reste. Ouais, Sinon, ouais, c'est ouais. que c'est pas votre film. Parce hein. que franchement, c'est un film, genre, il y a pour moi zéro défaut. Aucun défaut. Mm. Rien. Que Ouais, des qualités. Et puis, encore une fois, c'est un truc que je l'ai déjà dit, mais je le redis, que j'aime beaucoup, c'est que ce film-là, il pousse vers le mystérieux, et vers le mystère, il y a tout ce délire que tu peux explorer d'un mystère, qu'est-ce que ce serait en fait cette malédiction que subit cette famille, et il y a plein de petits indices, plein de petits symboles, plein de personnages qui en fait ont un double jeu, enfin c'est très 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 bien ficelé. Totalement. C'est vrai. Et puis c'est aussi un film que on case, même si c'est vraiment pas ouf, vraiment comme terme, comme les films de Robert Eggers, comme de l'elevated horror. Est-ce que c'est vraiment intéressant de placer Hérédité dans de l'elevated horror, de l'horreur avec un niveau plus élevé en termes d'intelligence? Bah, C'est complètement con, c'est- je trouve. Ouais, bah en fait ça dépend de quel film tu parles. Parce que ouais, pour le coup, il y a des films d'horreur où c'est de l'horreur pour l'horreur. Bien quoi. sûr, Mais c'est vrai que ouais, Hérédité ne se repose pas que sur l'horreur pour être intéressant. totalement. C'est pour ça que quand l'elevated horror, on va en général mettre les films de Ari Aster, donc Midsommar, Hérédité, et les films de Robert Eggers. Moi je rajouterais quand même là-dedans en vrai des films de Carpenter. hein. Ouais, Parce que, totalement. Ça se tient. même si bon, c'est peut-être pas toujours aussi évident que dans un Hérédité. C'est notre ou, époque aussi. Voilà, c'est ça. Il y a toujours un double sens dans l'horreur qu'il présente. Il y a toujours un autre truc sociétal qu'il veut mettre en avant. Ça, moi, c'est ce qui me plaît aussi. hein. C'est que c'est des films qui vont te pousser à chercher, à réfléchir. Et au bout d'un moment, tu vas te dire, mais en fait, est-ce que le film parle vraiment de monstres ou est-ce que le film parle de la société? C'est le parfait cas avec Midsommar, du coup. Ce que tu viens de dire, genre, c'est presque un résumé de Midsommar, qui est un film d'horreur de 2019, si je dis pas de Ouais, conneries. du coup Hérédité c'est 2017. donc Ouais, c'est planté, je Hérédité, crois. c'est 2017, je pense. Et Disappointment Boulevard, qui sort cette année, il me semble. Oui. Ouais. Fin d'année Ouais, ou deuxième partie de l'année. Attendez-le bien. ouais. Nous, c'est ce qu'on fait. Comédie noire, sûrement horrifique, parce que c'est Ari Aster de 4 heures sur le premier cut. Ouais, c'est ce qu'il a dit, 4 heures. Ouais, parce qu'il fait ce 14, serait ça lui fera 4 trop heures. dingue. Ah ouais, Voir un film de purée. 4 heures d'Ari Aster, ce serait... On va pas dire non. Non, ce serait ma joie. Un film d'horreur de 4 heures, j'en connais peu. hein. Ça n'existe pas. Ouais, Je pense que ça n'existe C'est pas. bien ce que je me disais. Ouais, je- ouais. Je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui sortiraient de la salle juste parce que si le film d'horreur est bien fait et qu'il garde la pression, garder la pression pendant 4 heures, Ouais. ouais. Mais c'est ça qui m'intrigue justement, c'est genre comédie noire d'horreur un peu. Mhm. Comment Ari Aster va faire une comédie horrifique? C'est vrai qu'on l'a pas vu encore dans la comédie. Non, et c'est ça aussi du coup qui m'intrigue, c'est de son point de vue genre horrifique, comment
avec sa façon de mettre en scène, l'horreur, même, de mettre en scène genre, toutes ces transitions, ces séquences, etc. Comment il va pouvoir incruster la comédie? Est-ce que ça serait plus une comédie avec de l'horreur qui va s'incruster dedans, ou plus un film d'horreur noir, un film noir, avec de la comédie incrustée dedans? C'est une bonne question, mais on n'aura pas de réponse. Ouais, mais- c'est vrai. De toute façon, il se Mais devait, c'est la question que je me pose justement vis-à-vis de ce film-là. et il se devait de changer, parce Ouais, que en fait, se le truc, renouveler. c'est qu'avec Midsommar, il est arrivé dans une grosse impasse comme Ari Aster. Mhm. C'est, on dit qu'Hérédité et Midsommar, c'est les faces d'une même pièce. Parce que dans le premier, c'est très sombre. Dans le deuxième, c'est très lumineux. Mmh. Dans le premier, t'as le roi, Paimon, le gamin qui devient le roi, enfin l'âme de Charlie, machin, Bien tout ça. sûr. Mhm. Dans le deuxième, la reine de mai. Mhm. Donc c'est vraiment deux faces très C'est vrai, intéressantes. c'est vrai, ouais. C'est vraiment, il y a un côté très poétique dans les deux. Ouais, Les scènes de fin sont les mêmes quand on ouais, les met en relation. c'est vrai. Et donc il se devait forcément de changer sa formule, quoi. Il pouvait pas prendre une troisième chose. Mhm. Ah, pas totalement. Parce que moi, je pars du principe, on pourrait penser au jeu de cartes et il pourrait faire. Enfin, après, c'est totalement une question que je me pose, mais ça pourrait être totalement comme un jeu de cartes avec un valet, dans le sens où le valet, bah, c'est celui qui est drôle et tout ça, mais en même temps. Le bouffon. Ah, Ouais, c'est ça. Ouais. Et en même Ah, c'est temps, intéressant, il ouais. a une petite place dans la haute société, donc. Enfin, dans la société roi-reine, donc ça peut se jouer, je pense. Et tu sais à quoi ça me fait penser en plus? Il y a peut-être un délire comme ça avec des cartes aussi un peu dans Midsommar. Parce que, enfin, non en vrai pas trop. Mais il y a le personnage de, j'ai zappé le nom de l'acteur, drôle de nom, qui le est gamin représenté par un bouffon. C'est, Oui, il ok. est dans le groupe de potes, c'est le mec, il est Oui, blanc. c'est le mec de Narnia, Ouais, je crois. il me semble. Will Poulter. Will Poulter. C'est ça. Putain, oui. Mm. Et il est représenté comme un bouffon sur les sortes de gravures, tout ça. Enfin, c'est pas des gravures, c'est des peintures. Ouais, c'est des trucs un peu cool en mode d'étoile. Très très beau Genre- dans tous les cas. Ouais, c'est merveilleux. Mais tant mieux, après c'est tant mieux s'il arrive à faire justement autre chose avec ça, mais Ouais. moi je pense Mm. qu'il a fini en tout cas avec son horreur. Moi, il y a quelque chose d'autre en vrai que je Mais me c'est demande. dommage. C'est du coup, ouais, le thème c'est la famille, donc bah logique, hein, c'est un film avec une famille, tout ça. Mais c'est aussi une grosse thématique en vrai d'Ari Aster, on en a pas trop parlé, Ouais. je crois. On en a pas parlé d'ailleurs. Mm. Où que ce soit dans bah, du coup Hérédité avec la famille, dans Midsommar avec l'actrice principale qui elle a des soucis avec sa famille et il va se trouver une et, nouvelle famille. Voilà, exactement. Et Mais même dans les courts-métrages qu'il a fait avant. Ouais, c'est incroyable. C'était ça que je voulais bien te dire vu. justement, bravo. Attends, voilà. French Thing About the Johnson. Exactement. Exactement. Qui est, Qui bah, a là, un problème. tu l'as vu Non, j'ai malheureusement pas vu. Mec, Étienne Ah, résume ouais. ce court-métrage. Ok. Alors, ce court-métrage, concrètement, c'est l'histoire, en gros, d'un père et de son fils. Donc, encore une fois, l'idée de la famille. Bien sûr. Et le court-métrage commence avec... En vrai, je vais le décrire comme tu me l'as décrit, c'est le mieux, je pense. Il commence avec le fils qui est en train de se branler. Et il y a le père qui rentre dans la pièce. Et il est en mode « Ah zut ah mais non, mais t'inquiète pas, c'est normal, tout le monde fait ça, en gros. » Et ensuite, t'as la caméra qui fait un petit mouvement, et tu te rends compte qu'en fait, il se branlait sur une photo, et une photo de son père. Ah, Ce qui va amener à des situations un peu tendues dans Des le noir. Ouais. très Donc, tendu, bah, vraiment vénère. C'est la première fois, je pense, qu'on voyait au cinéma un truc, enfin au cinéma, au court-métrage, du harcèlement, mais pas du père vers le fils, Ouais. mais du fils vers le père. Ah, c'est très, Ouais. très, très spécial. Ouais, c'est un très rapport intéressant. de force très intéressant aussi, même sur les nouvelles générations et les anciennes, et sur la jeunesse et la vieillesse, comment du coup la jeunesse justement s'approprie justement beaucoup trop une certaine liberté et vouloir prendre justement le dessus sur les générations d'avant, Mhm. ce qu'on retrouve même encore aujourd'hui à l'heure actuelle, parce que le court-métrage date de 2009, si je dis pas de bêtises. Oh, je crois que c'est 2009, je crois que hein. c'est non, c'est plus, c'est peut-être un peu plus jeune même. Ah, moi je voyais ça. ouais. Ah, c'est possible, hein, je me trompe peut-être. hein. C'était quand Hérédité 2017. 2017. Ouais, non, je crois que ça va être 2014, un truc comme ça. Ah, ça, moi, c'est je- peut-être- Bah, je me ça va. trompe sûrement. J'avais mais en c'est tête 2009. un délire dans le genre 2012, 2013. Ouais. Ouais, ça doit être. C'est son film, je sais que c'est son film de fin d'études, je crois. Ouais, ça oui. Ouais. Donc, Et Bah, quelle fin d'études, bon Dieu. Dingue, il a fini ses études à 30 et quelques je sais pas s'il années. les a finis ou s'il a Ah. quitté son truc. Parce que. Je crois qu'il avait quitté son- C'est Ouais, il a très vrai ce 39, que il tu a dis. 39 aujourd'hui. C'est très vrai ce que tu C'est dis. pour ça que ça me. Bah, écoute, on ne sait pas. Ouais, c'est ça, voilà. On va se renseigner. En tout cas, c'est un court-métrage qui dure une demi-heure. Très très bien fait, dans lequel on retrouve, on en a pas parlé, on retrouve vraiment la patte de réalisation d'Ari Aster pour le coup, ouais. parce que il y a quand même un plan, enfin un type de plan qu'on retrouve dans chacun de ses projets,
c'est le plan zénital qui montre une pièce entière. Ça, c'est un truc, c'est du Ari Aster. Il y en a dans tout partout, c'est tout. Puis c'est des totalement mouvements, c'est des mouvements, enfin, c'est très Il y a des chirurgical, mouvements cette très- scène, je trouve. Ouais, C'est ouais, très ouais, clean, ouais. très net. Et c'est lourd de sens. Ouais, Oui. ce court-métrage-là, justement, se barre en couille d'une puissance. Mais Ah, qu'est-ce qu'il Déjà, est il dingue. commence vite. Il Ah, commence vite. oui, c'est vrai que dès le début, ça te met direct dans l'ambiance, t'es en mode, oula, où est-ce que ça va partir? Et personne n'est prêt à voir à quel point ça part. Ouais. T'es en mode, pardon, mais comment c'est possible d'avoir autant d'idées si vénères? Et comment, enfin, se dire même que c'est juste... En fait, c'est un film qui reste quand même important, parce que le sujet est quand même assez grave, et le sujet existe aussi réellement. C'est pas des choses qui n'existent pas, tu vois. Alors, est-ce qu'il existe réellement, justement? En vrai, il y a de c'est quoi possible. trouver peut-être dans le monde, mais c'est Non, tellement pas c'est vu. possible. Ouais, mais c'est que- ça qui est intéressant aussi. Et j'aimerais bien rajouter que le court-métrage est disponible sur YouTube. Oui. Donc si vous voulez... Toujours jeter pas, un- d'ailleurs, il y a toujours pas un sous-titrage français, ça fait vraiment chier. Ah, Ouais. écoute, je m'y mettrai. Faudrait que quelqu'un s'y attelle parce que ça serait... Mais ouais, donc si vous ne connaissez pas du tout Ari Aster, que vous êtes intéressé, mais que vous galérez à trouver des films, bah ce court-métrage est disponible gratuitement. Donc si ça Ouais. vous plaît, après, allez voir les films. Totalement. Et d'ailleurs, moi je voulais parler de ça, il y a un film que Ari Aster fait regarder à ses acteurs et Ah, actrices c'est vrai. avant d'en faire Bien un. vu. C'est Le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant. Quel Mm. film. Et c'est l'une de mes meilleures découvertes grâce au making-of du coup de Hérédité, quoi. Ah, il y a Michael Gambon dans le film. Moi, je l'avais qui joue découvert avec, Dumbledore dans Harry Potter. Avec Cinéma Cartographie. Ah. Ouais, tu sais, la chaîne Ah YouTube, oui, ils en ouais. avaient parlé dessus. Et ouais, ça c'est un film, bah, si on doit en parler, c'est assez incroyable. C'est un film ultra théâtral. Ouais. Et c'est magnifique. Les couleurs sont super spéciales. Ouais, c'est chaque pièce, chaque endroit a une couleur vraiment différente et très représentative justement de... Tu vois, quand on a la scène dans la rue dehors, c'est très bleu parce que c'est un peu la nuit. T'as la scène du resto qui est très éclairée, très Très rouge, rouge, très ouais. chic. J'aimerais tellement voir le décor surtout. Parce Ah qu'il y a ouais, ce ouais. travelling qui Mm. vraiment fait tout le resto. Voilà. Et Voilà. c'est un décor vrai qui que doit faire t'as une centaine de mètres. Les truc comme cuisines ça, un quoi. peu jaune-verte. C'est possible. J'ai plus le souvenir exact, mais il me semble que Ça c'est un change, truc ça comme change ça. pas mal de couleurs, mais Ouais. t'as du jaune-vert dans les cuisines. Ouais. Mais tout est très quand même calibré pour se représenter chaque pièce. Et t'as pas besoin de montrer les détails de la pièce, t'as la couleur et tu sais dans quelle pièce ils sont. Et ça, je trouve ça Et super il y a fort. Tim Ross très jeune dedans. Ouais. qui, Oui, qui c'est joue ce un que petit j'allais dire. dégueulasse. Donc, C'est ce que j'allais dire, j'allais en parler. Ah, En mode Tim Ross, c'est génial dans le film. Tim Ross, c'est incroyable. À base de vomi, J'adore c'est ça. merveilleux. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais c'est réalisé par Peter Greenaway, qui a fait d'autres dingueries d'ailleurs. C'est un réalisateur, apparemment, il est très coté. D'ailleurs, il y a une. Truc à part, hein, mais il y a une section à la médiathèque de Rennes 2, Peter Greenaway. C'est vrai. Ah, Et il y a le film dedans ou pas? Je crois. Faut que j'aille à la Propre. médiathèque. Ouais, Ouais. La clairement. médiathèque, qu'il y ça a peut le être film bien aussi. Ouais, il y a des bonnes dingueries là-bas. Il y a des bonnes dingueries. Ouais, ils ont même des trucs assez introuvables. Ouais, carrément. La médiathèque de Rennes 2. Ouais. Allez à la médiathèque. Là, la médiathèque de Rennes 2. Sponsorisez-nous. Ah ouais, carrément. Bah, si je peux me permettre, j'aimerais retourner sur le thème de la famille. Ouais. Et Carrément. je trouve que Hérédité et Midsommar ont apporté quelque chose. Et récemment, il y a eu un film qui est sorti qui s'appelle Abuela. Oh. Si vous avez vu. Et je trouve qu'il est très inspiré de ces films. Et en plus, ça parle de famille, notamment. Pour résumer, c'est une fille qui est mannequin, qui est sur Paris et retourne en Espagne après que sa grand-mère ait eu une sorte d'AVC. Et elle va vouloir s'occuper de sa grand-mère, mais disons que à la fin du film, elle ne veut plus s'occuper de sa grand-mère. C'est sa grand-mère qui s'occupe d'elle. Ouais, c'est sa grand-mère qui s'occupe d'elle, exactement. Et je trouve qu'il y a même si c'est moins bien, je suis pas très fan d'Abuela, je le trouve moins bien réalisé, mais néanmoins je trouve qu'il montre qu'il est inspiré et que ça donne peut-être une nouvelle vibe pour l'horreur, notamment d'enlever ces screamers, ces jumpscares qui pop honnêtement un peu partout et d'essayer de placer des ambiances. Je trouve ça intéressant. Ouais, je suis complètement d'accord. Et moi je pense, c'est un peu marrant comme comparaison, mais au tag qu'il y a sur le magasin Steam, où on a des tags pour l'horreur, où il y a horreur atmosphérique et il y a horreur psychologique. Et je trouve que ouais, ces films-là, ils s'inscrivent vraiment dans cette vibe-là d'horreur psychologique, d'horreur atmosphérique. Ouais, les deux. Donc c'est vraiment construire une atmosphère qui te fout la pression. Et c'est Hitchcock qui disait que ce qu'il faut faire, en fait, si on veut faire de l'horreur, si on veut déclencher du stress dans un film, c'est que il faut réussir à maintenir le stress longtemps.
Et il donnait l'exemple de deux personnages qui sont assis dans un café et qui parlent de football. Peu importe, tu vois. Et là, au bout de 2 minutes, il y a une bombe qui explose qui était sous la table, et là, paf, du coup, t'as un gros pic, t'es en mode, waouh, attends, qu'est-ce qui se passe? Et là, il dit, ok, on imagine le même scénario, mais différemment, filmé différemment. Cette fois-ci, on commence la séquence, on les voit qui s'assoient, ils commencent à parler de football, la caméra passe sous la Et table, tu regardes, tu vois la bombe. et on voit la bombe. Ouais. Et là, pendant 1 minute 30, t'es sous pression, en mode, ils parlent de football, on s'en fout, il y a une bombe sous la table. Et pour moi, c'est exactement ça. En gros, c'est des films qui arrivent à maintenir ce stress, à maintenir cette pression. Par l'image. Par l'image, ouais, mais aussi parfois par le son, bien sûr. Et sûr. par les Mais- détails dans Hérédité, il y a sans arrêt ce genre de détails-là. Ouais, Donc, mais ils qui sont vont là pas- pour te rappeler le truc. En gros, Même ils vont dans pas se Abuela résoudre aussi. au screamer, quoi. Même si je suis d'accord avec Tristan, on peut dire qu'Abuela est moins bien. Ouais. Abuela, c'est vrai que c'est un excellent exemple. Parce que justement, ouais, c'est ce qui se rapproche vraiment presque le plus de la thématique famille. Parce qu'on est vraiment enfermé dans une maison avec une famille. Et même tout être extérieur à la famille qui va venir. Je parlais de la nounou, entre guillemets, pour la grand-mère, qui ne va pas venir très longtemps. Justement, tu vois, et on reste vraiment sur la famille. Et c'est genre que... Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment que la famille qui se... Désagrège. Merci. Ouais, Merci. Pour moi, c'est presque un désagrégement. Et ça fait pareil que pour Midsommar, avec du coup Florence Pugh, l'actrice principale, qui sa famille se désagrège, et même du coup la relation avec son copain qui se désagrège aussi de ouf. Dans Hérédité, c'est la famille vis-à-vis de la deuil de la grand-mère qui se désagrège. T'as tout un pansement de la famille, du thème de la famille, qui est quand même très très sombre. Petit truc quand même sur Hérédité que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait de pas tomber dans certains clichés. Ouais, Ça c'était fort parce que y avait de quoi faire. Mais je pense notamment au personnage du père. Parce que tous les personnages ont vraiment des défauts, tout ça, mais le père, il est pas surjoué. Enfin, on imagine souvent genre le père dans le film d'horreur avec le personnage vraiment plein de défauts, tout ça. Mais là, vraiment, en fait, c'est le best boy. C'est le mec qui va essayer de sauver la situation, qui essaie de raisonner le truc, mais qui va pas non plus, tout de suite dénigrer sa femme, tout ça, non. Il l'aime vraiment, et enfin, c'est vraiment bien écrit, quoi. Il a un Les côté personnages- très, très timide et très strict en Ouais. même temps aussi. Ouais. Ouais. C'est un vrai daron. C'est un vrai daron du cinéma. Donc si vous voulez voir un vrai daron du cinéma, allez voir Hérédité. Gabriel Byrne qui a déjà joué dans Usual Suspect. Oui, C'est vrai, ouais. c'est vrai. Si vous n'avez pas vu Usual Suspect, allez voir Usual Suspect. Ce qui est assez exceptionnel aussi, je trouve, c'est que d'habitude, pour exemple, on va prendre les Conjuring, c'est que on part d'une famille qui va vivre un événement et ça va être généralement du surnaturel et ils vont être tous soudés et on est sur un exemple de famille unie, alors que là, pas du tout en fait, c'est totalement le contraire, c'est qu'on part d'une famille et ça devient un bazar sans nom, c'est monstrueux, C'est on une voit des- ça se déchire. Une désunion. Et ça montre en quelque temps, je trouve que ça peut montrer la réalité de certaines familles, c'est-à-dire que les familles ne sont pas tous unies. On a tendance à représenter la famille comme un lien fort, comme quelque chose de très important, alors que quelque part, il y a des familles qui s'entre-déchirent, qui se détruisent. Il y a les meurtres dans des familles, je pense notamment aux meurtres généralement de certains parents quand ils apprennent que leur fils est gay ou des choses comme ça. Même Eh les bien, féminicides. Ouais, voilà, les féminicides, bien exactement. Ça montre un peu cette image-là, mais d'une autre façon. Ce n'est pas exactement désigner ça, mais on s'en rapproche, je trouve. Ouais, je suis plutôt d'accord. Et moi, il y a un truc surtout que j'adore dans Hérédité, c'est en le rematant, on se rend compte à quel point, des fois, ça a aucun sens. Mais c'est pas dit mal, hein. C'est par exemple cette scène d'enterrement au début, mais qui sont tous ces putains de gens, on les voit pas après. Ah, oui. On se dit, mais c'est quoi les potes à la grand-mère, on ne les revoit jamais, on Si. ne voit pas de dialogue. Si, on les revoit. On va pas dire, mais on les revoit. On les revoit, Ah oui. mais pas pendant le. Tu vois, Mm. voilà. Et il y a par exemple ce mec-là, au tout début du film, là, il y a Charlie, du coup, la gamine qui passe devant le cercueil, et il y a un flou, et il y a une mise au point dans l'arrière-plan, et ce mec qui sourit. Ouais. Tu sais, il est flippant, ce mec-là. Flippant, absolument. Qui Et, sourit, mais déjà il sourit un enterrement. Oui. Déjà, il sourit un Erreur enterrement. number one. Ouais, et c'est un détail tellement. Il y a sans arrêt dans le film là ces détails là.
pour te rappeler que t'es dans un monde très bizarre, qui est pas forcément, enfin qui a sa cohérence, Et qui est jamais expliqué. ouais, qui est jamais expliqué dans le film. Et moi, à chaque fois que je le remate, je me dis, mais Ari Aster, je me demande s'il a pas des penchants même pour le truc, parce que même mais j'ai cherché, je me suis renseigné sur Paimon tout ça, tu trouves que dalle. Je me dis, mais où est-ce qu'il a trouvé toutes ces conneries quoi? C'est une bonne question. Parce que c'est de la mythologie en soi, ce truc-là, Ouais, mais c'est ouais, pas carrément. trouvable facilement. Bah, quoi. c'est- Après, je vais pas te mentir, hein, j'ai fait des petites recherches. Mais avant d'avoir vu Hérédité, parce qu'en vrai, c'est quelque chose d'intéressant, en vrai, je trouve. Les mythologies, tout ça. Et il existe des bouquins qui sont en vrai super bien écrits, avec plein de descriptions de démons. Et je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le Démonium. un Le truc Pandémonium. comme ça. Le Pandémonium, C'est merci. ça, ouais. Qui est disponible sur Amazon. Je vous claque la jambe. Mais pareil, je What pense. the fuck. Si t'es intéressé par les mythologies Lovecraftiennes, mais tu le sais parce que je crois que tu l'as, il y a le Necronomicon. Je l'ai pas, mais. Tu l'as pas? je Ah, connais. c'est Rodolphe qui l'a? Je pense, ouais. Bah je l'ai moi. Et pareil, Necronomicon de Simon, je crois. Enfin, toutes les pages sont remplies de plein de textes, de plein d'informations, de trucs. Tu te dis, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Je vais me souvenir vraiment des pages. À un moment, je regardais des sortilèges où au-dessus il y a marqué ne réalisez ce sortilège que si vous connaissez les conséquences. Enfin, tu sais, t'as vraiment des trucs. Le livre te met la pression. Et en vrai, je trouve ça super intéressant. C'est vraiment un truc qui est inspirant en vrai. D'accord. Donc je pense qu'il s'est possiblement, en vrai, il a peut-être créé cette mythologie, mais je pense Ouais. qu'il s'est inspiré, il s'est basé sur. Ouais, il des s'est choses. beaucoup inspiré parce qu'au final, je pense qu'il doit avoir une belle bibliothèque pour Oui. avoir fait Midsommar après. Ah ouais, ouais, Il ouais. y a une belle bibliothèque un peu Quand bizarre. une vidéo de Discover My Bibliothèque. Oui, comme Guillermo What's del in my Toro. bookshelf? Puis une actrice aussi qui est super dans le film. Je n'ai pas son nom, mais vous voyez de qui je parle, je pense. C'est Je pense, ouais. l'ami de la grand-mère Ouais. qui a son paillasson de merde là. Ah oui. Je sais pas comment ça Et s'appelle. elle joue dans une série très intéressante. Et oui, j'ai paumé le nom de la série un instant, mais The Leftovers. Ah. Et elle a je pense que Ari Aster l'a pris dans Hérédité pour ce rôle-là. C'est possible. D'accord. Parce qu'elle joue dans une secte dans The Leftovers. Oh la vache. D'accord. Voilà. Ah bah oui, carrément. Stylé. Il s'est dit, bon bah on passe d'une secte à l'autre, hein, c'est Oui. parfait. Et, Et ouais. en vrai, ouais, moi aussi j'avais un dernier truc parce que je pense que j'ai à peu près fait le tour. Gros C'est la enjeu. musique. Oui, voilà, j'allais le dire du coup. La musique De Colin d'Hérédité Stetson. qui est fait par Colin Stetson, Mm. virtuose selon moi Oh oui, de clairement. saxophone et de cuivre. Oh oui. Et Tellement. qui, on en parlait tout à l'heure, est en vrai très intéressant parce que on me dit, ouais, le mec qui va utiliser un saxophone pour faire de l'horreur, je me pose des questions, mais après il le fait et tu te poses plus de questions. En fait, t'es en mode, mais putain, mais quel génie, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Mm. Ouais. Parce que vraiment, je pense, c'est peut-être inspiré de certains solos de jazz, parce que de base, c'est un musicien de jazz. Mais en fait, il réutilise vraiment ses notes de saxophone de façon vraiment très spectrale, fantomatique. Et c'est une ambiance, franchement, je l'ai jamais entendue nulle part ailleurs que chez du Colin Stetson. Et dis-moi Étienne, Merci. pourquoi t'intéresses-tu surtout autant à Colin Stetson? Est-ce qu'il a un projet bientôt? Alors, premièrement parce que c'est un musicien franchement super intéressant qui a Oui. fait des soundtracks pour des films incroyables, mais aussi parce que il fait la soundtrack d'une série incroyable qui n'est pas encore sortie, une mini-série pardon, de 4 épisodes qui est une adaptation de Uzumaki de Junji Ito. Si vous ne connaissez pas Junji Ito, faites une recherche Google, ça s'écrit comme ça se prononce. Mm. Et vous allez voir les visuels et vous allez très vite comprendre. Ouais. Et Uzumaki, qui pour beaucoup est en vrai... je Le suis nom de assez famille de d'accord. Naruto. Totalement, Oh je suis la d'accord. vache. Uzumaki, ça veut dire spirale. Oui, bah parce que c'est dans Naruto aussi. Oui, il y a bah un oui, délire je de sais spirale. bien. Mais Il a qui... pas une spirale sur le pif ou sur le front Non. Bah c'est la spirale en soi, c'est le symbole de Ouais, moi, mais mais ça il a sent un toujours c'est que sur le front, c'est autre chose. Sur le Mais, front. bref, Il renferme Kyuubi aussi. c'est en gros pour beaucoup Uzumaki de Junji Ito, c'est un peu son Magnus Opium, c'est un peu son chef-d'œuvre quoi. Et en vrai, je suis assez d'accord. Il a beaucoup de défauts en vrai à la narration, mais c'est un mec qui est tellement fort en visuel que ça vaut le coup. Et pour le coup, Uzumaki est quand même vraiment bien écrit. Et hâte de voir ça, très très hâte de Bah, voir ça. Ça sort cette année. Du teaser que j'ai vu, on dit sera peut-être d'accord avec moi, j'ai très hâte aussi. Oui. J'ai très hâte. On a plus hâte pour ça que pour Stranger Things. Hein. Ah bah Ah, ça. Est-ce que vous avez entendu C'est combien pas dure difficile. Combien Oui, mec. dure Ouais, l'épisode, ouais, le ouais. dernier épisode de Stranger Things? De la saison 4. 2h30. Pardon. 2h30. À ce Et juste rythme-là, faites avant, un tu film dois, quoi. tu dois taper toute Le la dernier saison épisode avant. de la saison dure 2h30. Ça, C'est faut le faire.
Mais c'est plus long que The Northman. Mais quand Black Mirror fait ça, t'es en mode bah c'est cool parce qu'en Ouais. vrai, genre c'est séparé tout ça. ils c'est de vont bien l'anthologie. approfondir. Donc, Mais là, ça casse les couilles. Après, voilà, enfin, peut-être qu'on en reparlera dans le podcast. C'est possible. Dans les actus, parce que enfin moi je vais quand même la regarder, parce que je suis curieux, cette saison 4 m'intrigue, plus que les 2 dernières, donc il y a moyen que je la regarde quand même. Et puis ouais, c'est vrai qu'un épisode de 2h30, attends, voilà. Ok, donc ça va être surtout que, ce qu'il faut savoir c'est que, je sais pas du coup si c'est le dernier épisode du volume 2 ou du volume 1. Alors non, en gros, il n'y a pas de volume. C'est juste qu'ils vont sortir tous les épisodes sauf les 2 derniers. Ok. Les 2 derniers sortiront en juin. Oui, enfin, parce que là ça sort très bientôt. Ça sort bientôt. Ça Et, sort, sauf 2 épisodes de la c'est saison. le 27 D'accord, et c'est, parce qu'ils mettaient volume 1, volume 2. Bah volume 2 en soi, il n'y a que 2 épisodes, je crois. D'accord, et c'est les 2 épisodes de plus de 2 heures là Ou il y en a qu'un seul Moi j'ai entendu que Moi, le j'en ai- dernier faisait 2h30, Ouais, mais par 2h30, contre, déjà, c'est énorme. bah, Ouais. faites un film en fait. Ouais, quoi. vraiment. Ouais, il y a peu de choses qui durent 2h30. Bah en soi pour moi c'est un putain de Non film. mais hein. les gens ils se plaignent d'un film de 2 heures au cinéma, et C'est par contre les vrai. 2h30 de Stranger Things ils vont le mater là. Ouais. C'est vrai que l'argument je des sais. séries c'est souvent oh mais c'est facile à regarder, j'en mets une le soir, tout ça. Ouais bah quand l'épisode dure 2h30 c'est un peu baisé ton truc. Bah, Et puis ouais, après c'est un les film, gens, hein. les gens ils vont être en mode oui mais vu qu'il y a toute la série avant là je suis hypé. Bah pourquoi t'es pas hypé par des films? Enfin les trailers ça te suffit pas. Qu'est-ce qu'il te faut? Ça suffit pas, genre d'accord. 30 ans Le mec de qui Coppola qui te fait, qui cherche à faire Mais son le film. mec, il te veut la carotte, le bâton et le bras qui va avec quoi. Et ouais, et c'est pour ça qu'aussi je pense sûrement que si que la bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things dure aussi longtemps, elle doit durer pas loin de 4 minutes, ce qui m'avait déjà choqué au début. Je trouve putain c'est vraiment très long. Mais je pense que ça va être une série qui va être, enfin cette saison qui va être bien chargée. Bah après on en reparlera, peut-être en bien ou en mal. On s'en fout, il y a le George Miller qui arrive en salle bientôt. Mec, Ouais. c'est au mois d'août, mec, on sort bien avant, mec, dans les actus, on verra bien. hein. On verra bien. On verra bien. On s'en fout, il y a le nouveau Alex Garland. Il y a le time. Il y a beaucoup Il y a de choses le intéressantes, plus intéressantes que sur Netflix je trouve. Ah oui, mais je dis pas Qui le vont contraire. sortir. Mais je dis oui, je peux pas du tout le contredire, on est. Bah alors moi le 2h30 de Stranger Things, Moi je suis curieux, j'irai voir par Ouais, curiosité. J'ai parce vu que que la première saison et en vrai ça m'a suffi. Moi j'ai vu les 3 saisons, j'ai vu les par... 2 premières, ça m'a suffi. par curiosité j'irai voir la 4ème. C'est simplement de la curiosité, hein, pas forcément de l'envie. Et bah, La curiosité morbide. Ah ouais, mec. Ah oui d'ailleurs, bah, pour revenir à Hérédité d'ailleurs, Ah il parfait. y a aussi, bah non je l'ai déjà dit en soi, mais Ah. moi c'est un truc, c'est un sens que j'aime beaucoup, c'est il y a beaucoup de poésie dans les films d'Ari Aster, Oui. mais c'est souvent de la poésie macabre quoi. Ah oui, C'est, bah je pense oui, à cette oui. scène fin de Hérédité. Bien C'est- sûr. En fait, je peux pas m'empêcher de voir. Je peux pas m'empêcher de. Je peux pas m'empêcher de voir le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. À la fin. Oui, je suis d'accord. Totalement. Dans le temple. Ah oui, mais c'est une version presque. C'est une version plus macabre en fait. décrépite Ah ouais. de Ouais. ça. Et donc la scène de fin du labyrinthe de Pan, je trouve, il y a ce côté très beau. Mm. Et Ari Aster avec Hérédité, c'est ce côté beau, mais il rajoute le côté macabre avec les têtes, Ouais, les cadavres, ouais, ouais. tout ça. Mais même, je pense à Midsommar. Midsommar, il y a plein de gens qui sont sortis de la salle et même qui l'ont dit à Ari Aster. Ils sont sortis, ils étaient contents pour l'actrice principale. Ouais. Ils étaient contents pour Florence Pugh. Ils étaient ah bah c'est chouette. Là, elle est dans un endroit bien pour elle, tu vois. Et ça, je trouve ça fort parce Wow. qu'en vrai, il est toujours dans ce mélange de poésie, de bonnes vibes et de choses horribles. Il y a Et qu'à c'est- voir les musiques de ces génériques de fin quand tu restes dans la salle. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez des musiques de la musique de Midsommar de Malheureusement fin. non. C'est la musique vous mettrez la musique d'Hérédité et Midsommar. Si, j'ai la musique de Midsommar. Et en fait ça se cut et vraiment la musique est très joyeuse Ouais. après. Et c'est ce qui Ah, fait fermer la ouais. gueule à toute la salle. Ouais, et c'est très, c'est très poétique justement, genre Ouais. les musiques de fin. Mm. Pour Midsommar, je me souviens plus celle de Midsommar que de Hérédité, mais c'est pour Midsommar, oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très onirique. Et puis très intelligent. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est après un film qui te déglingue mentalement, qui te prend les tripes et te fait 3 tours de lasso avec, Mhm. et tu vois une musique comme ça à la fin, genre, en fait, ça te décontenance, c'était vraiment... Pardon. Ouais. C'est comme presque du, entre guillemets, alors c'est pas méchant, mais du foutage de gueule. C'est presque en mode genre, je me fous de ta gueule, je m'appelle Ari Aster et Ah, je suis mais trop fort. C'est presque ça, mais le truc c'est que tu t'en es pris tellement la gueule que tu peux pas répondre. Totalement, ouais. Genre, totalement. le mec t'a achevé avant de t'en mettre un dans la gueule, Ouais. quoi, tu vois. Ah, il te met 2-3 droites, mon copain. Ouais, D'ailleurs c'est marrant parce que aussi justement que les gens sortent de la salle contents pour Midsommar parce que justement Ari Aster avait répondu par rapport au sourire de Florence Pugh, est-ce que c'est de la folie ou pas? Mm. Florence Pugh l'a joué comme de la folie, Ari Aster le pensait pas du tout comme ça.
Ah, Je D'accord. pensais pas que c'était de la folie pour lui. Intéressant. intéressant. Mais encore une fois, hein, c'est des films vraiment super intéressants parce qu'on peut en tirer plein de choses, plein d'interprétations, C'est et ça, puis même- rempli de mystères qu'on peut aller fouiller. Carrément, même le réel, tu vois, a une version différente, Ouais. une interprétation différente de l'actrice. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça montre que malgré genre c'est son ultra calibrage, il laisse quand même pas mal de liberté aux acteurs et même à sa mise en scène, j'ai l'impression. Ouais. Et ça, pour moi, c'est des films qui vont rester, hein, parce Ah que ouais. des films sur lesquels on peut tellement projeter de choses différentes selon les personnes, c'est des films qui, pour moi, dans 10 ans, ils auront toujours quelque chose à dire. Bah, de toute façon, il a déjà une grosse communauté à restaurant. Ouais, Avec c'est Hérédité, sûr, ouais. déjà avec Hérédité, il s'était fait beaucoup de fans et avec Ouais. Midsommar aussi. Voilà, oui. C'est mérité. Bien sûr, 2 chefs-d'œuvre en 2 films, 2 sur 2, chapeau l'artiste. on dirait Robert Eggers. Et Ah nous oui. voulons, j'espère qu'un jour Ari Aster écoutera ce podcast et se dira ah bah tiens si je la sortais. C'est la Director's Cut, la vraie Director's Cut de Midsommar. Ah. Qui fait 4 heures. Harry, je la veux. Et on veut aussi la Director's Cut de Disappointment Boulevard. Oui, Oui, Bah, de si, 4 on- heures. Ça tombe, il va la sortir. En vrai, c'est je bien, pense, ça. je pense qu'il y aura un second cut, ça durera moins longtemps. Ça pourra durer 2h30 comme Midsommar, mais ça durera pas 4 heures. Je pense pas que ça sortira en salle alors. Et ça me ferait chier, je veux voir un Ari Aster au cinéma, merde. Ouais, carrément. Ah bah oui. Ouais, il passera peut-être à la revoir. En film de fort 4 aussi. heures. Ah Ensuite, NBA, au revoir, ils s'en foutent de passer. Ouais, c'est vrai, bah ouais, c'est 4 ça. heures. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, bientôt, il y a à l'Arvor, il y a les 7 samouraïs de Kurosawa. Oh, oui. Qui fait 4 heures, donc au final. Ouais, c'est vrai. D'accord. Attends, on l'attend. Et puis des films de 4 heures, il en existe. Hein, enfin, Ah bah oui, il y a même des films de 8 heures. hein. ouais. Il y a bientôt la Bravo, ciné... Dabel Gans. à la Cinétech, même, il y a une remasterisation de, Ouais. de Napoléon. Il y a... Oh la vache. Oh, il y a Showa aussi de Claude Lanzmann qui Oh, dure Napoléon, 9h30. le voir sur un écran fait pour, ça doit être incroyable. Ça doit être stylé, ouais. Mm. On va aller au Futuroscope. Ah, ce serait trop bien de faire un parc d'attractions de ciné. Bref. On garde les droits pour ça. Ouais, Ouais, la totalement. pause cinéma, le parc. Le parc cinéma. Oh oui, mec, c'est incroyable. Et du coup, les cafés dedans, ils s'appellent la pause cinéma. Ah, mec, ouais, ça Moi, part. je Tu m'occupe de vas au l'attraction resto, mec, Harry tu viens un Aster. film, on te fait un plat en fonction du film. Oh ouais, Mec, des c'est- cocktails. Demande pas le plat pour salaud, Attendez, ils sont en journée de soda. On va en discuter après, pas dire toutes les bonnes idées ici. Mais ça va se faire. On l'a déjà copyrighté si vous entendez ça. Voilà. Ok. Et ben, on en a fini pour Hérédité. Hérédité. Ouais. Peut-être un mot de notre invité pour finir. Eh bien, j'ai passé un agréable moment, merci à vous. Ah bah, Ah, avec merci plaisir d'être de venu, même. C'est trop bien. Ouais. Surtout pour un film comme ça. Ouais, Ouais. totalement, quel plaisir d'en parler. Ah ouais. Toi, on a quand même pas mal de choses à dire. Ouais. Mm. Et les... Et ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cet épisode sur la famille. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6 sur le thème organique avec notre invité Rodolphe Yvenou. Mm. Merveilleux. Encore un invité de qualité. Ça promet. Ça promet du lourd. Et ben, merci encore et au revoir. Merci à Tristan aussi d'être venu. Merci. Et puis, bah, des bisous et à la prochaine. Ouais, des bisous. Salut!